Bonsoir Serge. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, de nous faire l'honneur également de votre participation. Alors Serge, vous êtes le cofondateur de plusieurs startups, parmi lesquelles Soyuz, Mencia et Scandaria. Oui. Donc vous êtes cofondateur avec Idriss Aberkan précisément. Vous êtes avant tout un passionné de nouvelles technologies. Oui. Avec un angle plutôt digital, on ne va pas se mentir, notamment Internet depuis 1984. Pour la petite anecdote, vous avez quand même été notamment le premier abonné à Wanadoo, c'était en 96. Oui, ça m'a valu plein de problèmes avec la hotline, puisque mon numéro de client c'est le 300001, il se trompait tout le temps. Ah oui, d'accord. Il ne me trouvait pas. Votre parcours, Serge, en quelques mots tout d'abord. Mon parcours, ouais. Eh bien, j'ai une première partie de ma vie où j'étais dans des grands groupes, l'Institut géographique national, IBM, Capgemini Innovation, France Télécom, où j'ai fait de l'innovation. J'ai travaillé sur les réseaux de neurones, sur les systèmes experts, sur l'intelligence artificielle. Donc plutôt IT de toute façon. Oui, l'ADN, de toute façon, ouais. oui, plutôt IT, quoi. Ouais. Et puis, assez sur le tard, vers 46 ans, j'ai eu le virus des startups. Ouais. Et donc, j'en ai créé 4, 5 maintenant. Certaines se sont très bien vendues, d'autres ont fait un dépôt de bilan. Donc, j'ai connu les extrêmes. Vous avez tout connu, effectivement, on va en reparler dans un instant. Internet, c'est aujourd'hui devenu une pièce maîtresse de notre quotidien. Serge, on est assez d'accord là-dessus, avec de nouveaux usages, avec de nouvelles habitudes de vie, évidemment. En 2004, vous avez publié un livre qui s'appelait « Avec Internet, où allons-nous ?» C'était la question, dans lequel on retrouve même encore aujourd'hui, d'ailleurs, les fondamentaux du web. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Alors, 12 ans plus tard, j'allais dire, double question, quel chemin est-ce qu'on a parcouru? Et justement, pour reprendre le titre de votre livre, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Ouais. Alors, d'abord, il y a une chose qui est très importante, c'est l'avenir, il n'est pas dans les étoiles, il est dans la tête des gens qui le font. Ouais. Donc, ce qui est intéressant, c'est de suivre tous les gens, justement, qui créent ce nouveau monde. On est acteurs nous-mêmes, en fait, de l'évolution des choses. Exactement. Je vois beaucoup de gens trop passéistes par rapport au numérique. Alors, on va où au numérique? On va là où vous allez le faire. Ouais. Alors, il s'est passé d'abord plusieurs choses. Premièrement, le monde de l'entreprise a été le monde le plus en retard par rapport à l'adoption du numérique. Je préfère dire numérique de manière générale, Internet étant une des composantes. Aujourd'hui, ils commencent à s'y mettre, mais toujours avec du retard. Donc moi, je suis expert auprès de l'APM, et donc ça va faire 7 ans que je vois des PME. Il y a 7 ans, 2 tiers étaient dans le pourquoi, à quoi ça sert tout ça, hein, et 1 tiers était dans le quoi, qu'est-ce qu'on fait. L'APM, pardonnez-moi, c'est Association pour le progrès du management, c'est une association de PME innovantes qui cherche un peu à comprendre comment le monde bouge et comment mieux améliorer leur pratique de management. D'accord. Et au bout de 7 ans, il y a, je dirais, 15% qui sont encore dans le pourquoi, hein, à quoi ça sert. Il y a une bonne moitié qui est dans le quoi et de plus en plus de gens qui commencent à être dans le comment. C'est-à-dire, OK, maintenant j'ai compris, mais comment je fais cette révolution? Les outils. Voilà, donc ça, c'est la première révolution. La deuxième chose, c'est... Alors, même dans mon bouquin, j'en parlais, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'ubérisation du monde. Hein. C'est-à-dire finalement toute une nouvelle économie qui se crée, qui est communautaire, hein, où finalement plutôt que de prendre une nuit d'hôtel, on passe une nuit chez quelqu'un, plutôt que louer une voiture, on loue une voiture à un particulier. Et finalement, il y a un énorme reversement qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont paniquées par est-ce que moi-même je vais me faire ubériser, quoi. Ça, c'est la deuxième partie. Parce que ça veut dire que c'est le consommateur qui prend la main un petit peu? Ça veut dire que le consommateur prend la main et surtout qu'il y a un autre modèle économique qui n'a plus rien à voir, qui est un modèle économique de plateforme où l'argent circule entre vous et moi et où finalement celui qui gère la plateforme doit recueillir le plus petit montant possible. L'ancien monde, c'est je cherche à maximiser le montant par transaction. Ouais. Le nouveau monde, c'est je cherche à maximiser le nombre de transactions. Et ça, c'est extrêmement déstabilisant, surtout dans des pays comme nous qui avons un peu une idée d'économie de stock plus que d'économie de flux, quoi. Et la troisième, pour moi, grande révolution, c'est tout ce qui est les algorithmes, hein, l'IA, les algorithmes, le big data, etc., qui fait qu'aujourd'hui, on commence à voir venir quelque chose. Le médecin de demain, c'est Google en partie. C'est-à-dire que le médecin doit absolument se transformer. Et je suis en train de lire un livre passionnant anglais hein, de père et de fils Susskind qui montre tout l'impact de tout ça sur les métiers. Et en fait, tous les métiers sont impactés. Les architectes, les notaires, les médecins. Aujourd'hui, il n'y a pas un métier, pas une expertise qui ne voit pas venir d'un seul coup des machines qui vont le remplacer sur plein de choses. Enfin, le juge de demain, pour 80% de ce qu'un juge fait aujourd'hui pourrait être fait par un algorithme. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va aujourd'hui vers de nouveaux métiers, concrètement? Non, ça veut dire qu'on va vers des métiers qui vont se transformer et avec quelque chose qui est très connu. Ceux qui finalement s'accrocheront au passé et refuseront de muter vont mourir. Et ceux qui diront, bon, je suis notaire, je garde les fondamentaux de notaire. Ça veut dire quoi, notaire, dans un métier, dans un environnement où il y a la blockchain, le peer-to-peer, etc. Eh ben, il y a toujours de la place pour l'intelligence humaine.
C'est ça que ça veut dire. Mais c'est vrai qu'il va y avoir de la casse parce que les progressistes vont réussir et les conservateurs vont être très rester mal, un quoi. peu effectivement dans leur modèle traditionnel. Justement, Serge, de quelle manière aujourd'hui est-ce que les entreprises, de manière un peu générale, commencent, vous le disiez à l'instant, à intégrer ces nouveaux codes et ces nouveaux process? Comment ça se concrétise? Je dirais alors, ceux qui fonctionnent, hein, les modèles qui fonctionnent, d'abord, ce sont des modèles très basés sur la communauté, sur les gens. Hein. C'est plus du tout le chef qui a une idée géniale qui dit on va faire ça. Aujourd'hui, il faut s'appuyer sur l'entreprise qui est communautaire. Hein. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, celle-là, c'est pas facile. Il faut bâtir l'entreprise sur la confiance. Je veux dire, le numérique, Internet et la méfiance, ça ne marche pas du tout. Hein. Et puis, de plus en plus, les gens se rendent compte que la méfiance coûte très cher. Donc ça, c'est, je dirais, le deuxième pilier. Troisièmement, eh bien, il faut penser différemment. Il ne faut plus penser... Moi, je travaille avec des banques en ce moment. Je dirais, les banques sont totalement perdues parce qu'ils ont des systèmes d'information qui sont hyper lourds. Et puis, ils voient bien qu'à l'extérieur, il y a des modèles, des API. Je veux dire, je ne sais pas si vous avez vu IBM Watson, par exemple. IBM Watson a des API pour le monde bancaire. Donc aujourd'hui, on est une banque, on ne va pas s'amuser à redévelopper IBM Watson. On va dire, tiens, je vais m'interfacer. Et donc, on est plus dans des modèles à l'Internet d'intégration de diverses composantes, plutôt que c'est moi qui vais tout faire, quoi. Mais vous parliez de travailler la confiance. Est-ce que ça ne va pas poser un souci quand même? Je me fais peut-être l'avocat du diable, mais au niveau de la hiérarchie, par exemple? De toute façon, les modèles hiérarchiques sont très peu efficaces. Je veux dire, les hiérarchies vont disparaître dans leur forme actuelle. Moi, je dis toujours aux gens, il y a un niveau aujourd'hui qui s'ouvre dans le monde des entreprises, c'est le middle management. Et moi, je dis toujours, quel est le métier d'Astérix? Je me pose la question, c'est quoi le métier d'Astérix? Le métier d'Astérix, c'est une bonne question. Dans le village gaulois, tout le monde a un métier. Obélix fait ses menhirs, le chef dirige, le forgeron forge. Oui, c'est vrai. Mais Astérix n'a pas de métier. Oui, c'est vrai. Mais on enlève Astérix, le village casse la figure. Et en fait, Astérix, c'est le community manager du village. Et donc moi, je suggère que le nouveau rôle du manager, aujourd'hui, c'est d'être l'Astérix de ses troupes. C'est-à-dire plus celui qui dit tu fais ça, mais celui qui donne du sens et qui... c'est un exemple, en tout cas, effectivement, qui fait sens pour le coup. Est-ce que vous parlerez, vous, de renaissance numérique ou plutôt de révolution numérique? Alors, je parlais de révolution, je parlais de rupture, maintenant je parle de renaissance. La raison est simple, ce qu'on vit aujourd'hui est très analogue à ce qui s'est passé à la Renaissance. La Renaissance, c'est un moment où la science et la technologie font des progrès fabuleux. On invente le parachute, le vilebrequin, la cale sèche, l'imprimerie. Et puis, surtout, André Vézal refonde la physiologie. Il dit tout ce que disaient les Romains était faux, parce qu'il disséquait des chiens et des singes. Donc, il refonde. Et puis, la Renaissance, c'est le moment où l'ordre ancien refuse de muter. Aujourd'hui, c'est pareil. La science et la technologie font des progrès fabuleux. L'équivalent de la physiologie, c'est les neurosciences. Hein. C'est pas pour rien que j'ai fait Scanderia. Je suis allé chercher Idriss, qui est un neuroscientifique. On va en parler effectivement ensemble. Mais les neurosciences, aujourd'hui, font des progrès fabuleux. On a vu des exoplanètes, on fait des ordinateurs quantiques. Et jamais autant qu'aujourd'hui, l'équivalent de l'imprimerie, c'est Internet, mais jamais autant qu'aujourd'hui, l'ordre ancien refuse de muter, voire les taxis contre les VTC, quoi. Enfin, je veux dire, les taxis, il faut qu'ils crèvent, un point barre, quoi. C'est pas des gens innovants. Et en fait, on est vraiment aujourd'hui dans ce que Gramsci, qui est un communiste italien, disait, lorsqu'il disait il y a crise quand l'ancien ne meurt pas et que le nouveau n'a pas encore le droit de naître. Et on est exactement comme ça, comme à la Renaissance. Ça veut dire, d'un point de vue d'un manager dans une entreprise, quelle doit être sa priorité aujourd'hui? Pour être très concret aussi. Pour moi, la priorité numéro 1 d'un manager, c'est est-ce que l'information et la connaissance circulent bien dans mes équipes et avec l'extérieur? C'est ça. C'est la vraie question à se poser. Ah oui, parce que quand on est dans un monde d'intelligence collective, tous les modèles, on le voit bien, tous les modèles qui font mal circuler l'information sont des mauvais modèles. Il faut que l'information circule exactement comme l'ARN dans votre corps. Hein. Alors les modèles qui ne marchent pas, on les connaît, les silos, les hiérarchies, les modèles basés sur la méfiance. Donc aujourd'hui, le rôle numéro 1 du manager, c'est est-ce que l'information et la connaissance circulent de la manière la plus fluide possible? Vous l'évoquiez à l'instant, effectivement, vous avez cofondé Scanderia, du coup, qui est une société de jeux sociaux ludo-éducatifs, avec Idriss Aberkan, effectivement, vous l'avez cofondé tous les deux. Quelle est la vocation de Scanderia, précisément? Alors, entre parenthèses, maintenant, on vient me voir pour avoir l'adresse d'Idriss. Hein, place aux jeunes, quoi. Enfin, voilà. Alors, Scanderia... on vous accueille avec plaisir, en tout cas, ce soir. Oui, moi, j'adore. Alors, Scanderia, l'idée est la suivante, c'est le jeu, c'est la fibre optique de la connaissance. Si vous voulez regarder les modèles d'apprentissage, tous les mammifères apprennent en jouant, sauf nous.
Ouais. Enfin, sauf jusqu'à la maternelle. Mais après, on n'apprend plus en jouant. Après, on apprend en se faisant chier, quoi, grosso modo. Oui, Et c'est ça, pas faux. c'est pas du tout le bon modèle, quoi. Le modèle de l'université avec un prof qui parle, ça veut dire que le cerveau est monotâche et le cerveau passe son temps à décoder une onde sonore et à écrire des graffitis. Et la preuve que c'est inutile, c'est que le soir, la première chose qu'on fait, c'est qu'on lit ses notes. Et c'est qu'on Ça veut bien oublie dire aussi, qu'on a perdu son temps. Ouais. À l'inverse, quand on joue, le cerveau fonctionne en parallèle. C'est-à-dire, quand on écoute un cours, le cerveau fonctionne comme un CPU. Quand on joue à un jeu vidéo, le cerveau fonctionne comme une carte graphique. Entre parenthèses, si un jour vous avez besoin de faire une laparoscopie ou une célioscopie, prenez un chirurgien qui joue aux jeux vidéo. Il y a 4 universités dans le monde qui ont montré que c'est des meilleurs chirurgiens. C'est vrai. Donc, docteur fait jouer aux jeux vidéo, non, j'en veux un autre. Ça, c'est C'est le test. Et donc, l'idée de Scanderia, c'est de faire des jeux qui vraiment font circuler la connaissance de la manière la plus efficace possible en utilisant des méthodes des neurosciences, ce qu'on appelle de l'ergonomie cérébrale, c'est-à-dire qui tape dans plusieurs zones du cerveau à la fois. Et ce sont des jeux que vous développez plutôt en B2B, plutôt orienté grand public? Le premier est en B2B, on l'a vendu dans le monde des entreprises. C'est un jeu où les gens sont en équipe, mettent des décisions sur une Google Map, mettent de l'énergie dans des décisions, les publient, recueillent des likes. C'est vraiment fun. On va au-delà de ce que les gens appellent mettre du chocolat sur du brocoli, c'est-à-dire on fait vraiment du jeu. Et puis on a dans les cartons un jeu en B2C, mais qui est encore à l'état de prototype pour apprendre les langues. Pour l'instant. Ok. Voilà. L'idée, c'est quoi pour l'entreprise? On parlait du manager tout à l'heure, et j'allais dire à plus forte raison avec les solutions que vous mettez en place avec Scanderia. C'est quoi? C'est effectivement d'apporter du ludique, mais c'est de créer une valeur un peu différente pour l'entreprise, c'est ça? Pour l'entreprise, c'est de faire la co-création d'idées, en réponse souvent à des défis ou de décisions. Si vous voulez, que je regarde les clients face aux marques, les citoyens face aux politiques, ou les salariés face aux managers, je vois toujours le même triptyque, fun, engagement, collaboration. Ouais. On veut du fun, on n'est plus là pour s'emmerder, mais donne-moi quelque chose à faire. Pourquoi le salarié qui rentre chez lui le soir, il a des copains? Ses copains ils disent « t'as fait quoi aujourd'hui ?» S'il n'a rien à raconter, le mec il est mal, quoi. C'est vrai. Voilà. Donc il faut... Et puis de la collaboration. Or le jeu c'est ça, c'est fun, c'est engageant et c'est collaboratif. Donc à la fin des journées qu'on fait, qu'est-ce qui se passe? Non seulement les salariés se sont vraiment éclatés, mais en plus ils ont produit quelque chose d'utile, dont ils peuvent être fiers après. Et après, l'entreprise dit c'est génial, j'ai fait de la génération d'idées, c'est un peu de l'idéation, mais dans un mode ludique. Et aussi le truc, c'est qu'on s'aperçoit, c'est qu'au bout d'un an, les gens se souviennent encore de ce qu'ils ont fait, quoi. Donc c'est ça surtout, la proposition de valeur, c'est on vous génère des idées dans une manière ludique, les gens sont heureux, ils ont généré des bonnes idées, et après on transforme les idées en action. Et ça c'est le parti pris de Scanderia, effectivement, de travail. Pour certaines parties, on travaille avec des cabinets qui eux font de l'idéation. Nous on fournit le jeu, et après on travaille avec des cabinets qui après assurent avec le jeu tout le suivi, l'animation, quoi. Il fallait que ce soit précisé, vous avez bien fait. Serge. Donc s'il y a des cabinets qui veulent travailler avec moi, Serge de Plateau est là ce soir. N'hésitez pas à passer le voir après. Une question que j'ai posée à tous les intervenants qui se sont succédés ici sur la scène du plateau central aujourd'hui. Si vous deviez donner ce soir un conseil ou des conseils éventuellement à un ou des jeunes qui voudraient se lancer dans un métier qui est lié au numérique, ce serait quoi? Alors, des conseils. Ouais. Premier, pensez large. La France est un tout petit pays qui se rétrécit. La France est un pays qui produit d'extraordinaires compétences, mais la France n'est absolument pas un marché pour l'innovation. C'est comme essayer de vendre du bon pain à New York. Vous aurez un tout petit marché, quoi. Ou c'est comme un pianiste de jazz qui joue dans une salle en céphalogramme plat. Ça veut dire qu'il faut viser international, ah oui, c'est ça? Très très vite, très très vite. Moi, ma première boîte, je suis allé tout de suite aux États-Unis. Je suis allé parce qu'il y a 20 ans, un Américain m'avait dit « Vous les Français, on vous adore. Vous êtes brillants, intelligents, cultivés et raffinés. Vous avez la meilleure R&D au monde. » Parenthèse, dans la Silicon Valley, j'arrivais avec une techno de France Télécom, de la R&D, on me disait « On sait qu'elle est top. » Et donc le type me dit, vous êtes brillant, vous avez la meilleure R&D au monde, les meilleurs ingénieurs au monde, et en plus, vous n'êtes pas des concurrents. Donc j'avais dit, tiens, tu verras, quoi. Bon. Donc ça, c'est mon premier conseil. Viser l'international. Vraiment, penser large. Largesse d'esprit. Voilà. Mon deuxième conseil, oubliez tout ce que vous avez appris à l'école. Mais vraiment, tout ce que vous avez appris à l'école, à l'université, ça vaut rien du tout. Pourquoi? Et je reprends une des phrases d'Idriss Aberkane. Les leaders écrivent les manuels, les suiveurs les lisent. Or, à l'université, dans les grandes écoles, même j'étais enseignant à l'ESCP, on vous apprend à lire les manuels. On vous apprend absolument pas à écrire des nouveaux manuels. Donc vraiment, je me souviens, j'ai arrêté parce que moi, je donnais des cours et les étudiants me disaient « Mais tout ce que vous nous dites, c'est l'inverse de tout ce qu'on apprend. » J'ai dit « Ok. » Donc, oubliez tout ce que vous avez appris à l'école, à l'université. Ça sert à rien. C'est même de la boue sur les bottes. Mais ça veut dire qu'il faut se former sur le terrain, principalement? Bien sûr. D'ailleurs, si vous regardez beaucoup les grands entrepreneurs, beaucoup ont arrêté les études. Parce que, je dirais, grosso modo, ils s'emmerdaient. Et en plus, ils se rendaient compte qu'ils étaient formatés contre ce qu'ils voulaient faire. Bill Gates a arrêté tôt, Serge Kampf a arrêté tôt. Enfin, tous les grands, Steve
Jobs, pareil, ils ont tous arrêté les études, parce que, grosso modo, ça me formate, je veux surtout pas de ça, quoi. Mon troisième message, ce serait, on est dans un monde en pleine transformation. Donc ne pensez pas les méthodes du passé, pensez les méthodes du futur. Et les méthodes du futur, d'abord, nous, on est avec des espèces de politiques de merde qui veulent nous faire croire que dans la vie, soit on s'enrichit, soit on partage. Aujourd'hui, on peut et s'enrichir au sens créer de la valeur, hein, et partager. Il ne faut pas oublier que les deux extrêmes sont mauvais. Le premier extrême, c'est tout le monde doit être pareil. Non, il faut des entrepreneurs qui aient la niaque. Ouais. Deuxième extrême, c'est je suis là pour faire du fric. Non, 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 non. On est là avant tout aujourd'hui pour apporter de la valeur à des communautés, pour créer des espaces nouveaux et pour, je dirais, entraîner tout le monde, et pas seulement soit sa boîte, dans ce mouvement vers cette renaissance numérique. Et moi, je termine en disant ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Pierre Teilhard de Chardin l'avait dit en 1921, où il avait dit en 1921, il y a la géosphère qui nous supporte, la biosphère qui crée les chaînes alimentaires, et 1921, Pierre Teilhard de Chardin disait, il y aura la noosphère qui sera la sphère de toutes les idées interconnectées. Et je pense aujourd'hui que la renaissance numérique qu'on vit, c'est qu'on est en train de créer cette noosphère, qui est la sphère de toutes les idées interconnectées, qui pour moi est la seule manière de résoudre le merdier qu'on est en train de laisser aux générations futures. Et c'est donc le monde de demain. Merci beaucoup, Voilà. Serge Sudol-Platov. On peut vous applaudir très fort. Si vous avez des questions, vous restez avec nous, Serge. Oui. Il y a certainement des questions pour vous, du coup, ici ce soir dans l'Assemblée. C'était très riche en plus comme exposé. En plus, avec la métaphore d'Astérix qui prend du coup tout son sens. J'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, mais c'est vrai, il fait quel métier Astérix? Ouais. C'est étrange. Il y a quoi sur sa fiche de paye, quoi? C'est ça aussi. Mis à part la potion magique, évidemment. Non, ça c'est le druide, ça. Ah oui, c'est le druide. Mais ça, Ouais, Astérix c'est qui pas la boit. Astérix. Il est Tout le consommateur. monde sauf Obélix, parce qu'il est tombé dedans quand il était petit. Hein. On révise les classiques en plus ce soir, Ouais, c'est ouais. bien, vous avez raison. Des questions du coup pour Serge Sudol-Platov? Bon bah Serge, je crois que c'était clair. Merci Merci beaucoup bien. d'avoir été avec nous. On peut vous applaudir.